Bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, c'est ma première tentative pour faire cours d'histoire géo à distance. C'est-à-dire que voilà, tu es devant ton ordinateur en train de prendre une tisane et en mangeant tes pop-corn, tu peux écouter Monsieur Champérévin. Est-ce que c'est pas trop bien l'école au 21e siècle, hein? Voilà, donc ceci étant, on a le brevet à la fin de l'année, hein, voilà. On a un petit programme à continuer, voilà. Et c'est ce que nous allons faire ensemble. Donc, je vais reprendre là où nous en étions, hein, c'est-à-dire au chapitre 8 d'Histoire, enjeux et conflits dans le monde après 1989. Et comme ça, chaque séance de cours, je vous envoie le cours via École Directe. Et en plus, je fais cette petite vidéo de contextualisation où j'essaie de réexpliquer les notions en reproduisant finalement ce que vous auriez si vous étiez en classe. Voilà. Les bavardages en moins et l'appel non plus. Voilà, je ne vais pas faire l'appel. Ce serait... on peut faire l'appel, hein, mais voilà, franchement, je ne pense pas que c'est un grand intérêt pédagogique. Donc, allons-y. Alors, je récapitule. Ça, nous l'avons déjà vu, hein, cette première partie, mais peut-être, je ne sais pas, que certains d'entre vous, vous étiez occupés à d'autres choses, voilà, et que ça vous fera le plus grand bien de revoir depuis le début. Et puis, si jamais il y en a qui se perdent sur cette chaîne, qui ne sont pas mes élèves, eh bien, ça peut aussi leur servir, et donc comme ça, on va reprendre à zéro. Donc en gros, que se passe-t-il? Nous sommes au début de ce chapitre, vous voyez, 1989, donc c'est l'année de la chute du mur de Berlin. Pour caractériser la fin de la guerre froide, soit on utilise 1989 avec la chute du mur, soit, et je préfère, on utilise l'année 1991 parce que c'est l'année de dislocation de l'URSS et où là c'est véritablement la grande puissance communiste de la guerre froide qui s'effondre. Quoi qu'il en soit, 1989-1991, on comprend bien que l'enjeu de ce chapitre, c'est de comprendre quels sont les conflits et les grands enjeux économiques, politiques dans le monde depuis la fin de la guerre froide. Donc la guerre froide, qu'est-ce que c'était? Eh oui, qu'est-ce que c'était? Je demanderai bien à quelqu'un de nous récapituler le chapitre numéro 5, mais il n'y a personne devant moi, si ce n'est une webcam, donc je vais le récapituler tout seul. Voilà. La guerre froide, c'est une guerre idéologique qui oppose deux blocs. Un bloc capitaliste, dirigé par les États-Unis, et un bloc communiste, dirigé par l'Union soviétique, que l'on a là, qu'on appelle l'URSS, Union des républiques socialistes soviétiques. Donc finalement, nous avions un monde bipolaire, divisé finalement entre ces deux camps, et très peu de pays qui refusaient de choisir un des camps. C'est ce qu'on appelait le mouvement des non-alignés. On en avait parlé aussi précédemment avec la conférence de Bandung en 1955. Mais à part ces quelques pays, c'est-à-dire l'Indonésie, l'Inde, l'Égypte, la Suède, la Suisse, bon voilà. Mais à part ces quelques pays-là, on va dire que 80% des pays au moment de la guerre froide étaient soit dans le camp capitaliste, soit dans le camp communiste. Eh bien, en 1991, l'URSS s'effondre. Voilà, elle est disloquée. C'était le 21 décembre 1991. Donc la Russie récupère, on va dire, la plus grande part de l'URSS, les richesses aussi. Mais c'est pour ça que j'insiste et que je vous montre cette carte. Si on vous embête et que pendant la guerre froide, on vous demande de parler d'URSS et non de Russie, c'est parce que l'URSS, ce sont tous les pays que vous avez là, Russie inclus. Hein. Mais donc du coup, si la Russie fait partie de l'URSS, vous pouvez par exemple être en Estonie, dans l'URSS au temps de la guerre froide, et pas en Russie, d'après ce que vous voyez là. Donc finalement, 1991, l'URSS s'effondre et les États-Unis se retrouvent seuls, superpuissance, à la tête de ce nouvel ordre mondial. Alors qu'est-ce que c'est une puissance? Une puissance, c'est un pays qui est capable de s'imposer vis-à-vis des autres.
Et on distingue généralement deux formes de puissance, le hard power, c'est-à-dire le pouvoir fort, qui repose sur le pouvoir économique notamment et militaire, ça c'est la capacité à s'imposer vis-à-vis d'un autre pays, et puis le soft power qui permet de le séduire, ça va être l'aspect culturel, l'aspect technologique. Et on voit à ce niveau-là que les États-Unis sont une puissance complète, que ce soit autant au niveau du hard power que du soft power. Et donc du coup, on se dit, voilà, 1991, cette guerre froide qui a suscité quand même un certain nombre de conflits par alliés interposés. Rappelez-vous, la guerre du Vietnam, la guerre de Corée, la guerre d'Afghanistan. Donc même si l'URSS et les États-Unis ne s'affrontent pas directement, en manipulant leurs alliés et en les faisant attaquer les alliés de l'autre, ça a quand même généré un certain nombre de conflits. Donc ce que l'on peut légitimement penser, c'est que 1991, la guerre froide s'achevant, on va enfin avoir une période de paix, de stabilité sur la scène internationale. Eh bien, la suite vous prouvera que non. Déjà, premier élément, la guerre du Golfe. Alors la guerre du Golfe, c'est quoi? Vous avez ce pays-là, l'Irak, dirigé à l'époque par le dictateur Saddam Hussein, qui décide d'envahir le Koweït, ce tout petit État qui sépare l'Irak et l'Arabie Saoudite. Alors pourquoi le Koweït? Il y a du pétrole. Voilà. Il y a énormément de pétrole à Koweït, et vous allez voir, hein, c'est une constante dans ce chapitre, d'un grand nombre de conflits que nous allons aborder, il y a quand même souvent derrière des enjeux économiques. Pas seulement, mais souvent on retrouve quand même qu'il y a au moins des enjeux économiques. Donc l'Irak envahit le Koweït. Vous voyez bien que, vu la taille des États, le Koweït n'a pas forcément les moyens de résister. Et les États-Unis prennent la tête d'une coalition internationale pour défendre le Koweït et faire stopper finalement cette occupation qu'ils jugent illégale. Donc, les États-Unis convoquent l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, et l'ONU décide l'envoi de troupes, dont d'ailleurs des troupes françaises. Il faut savoir qu'il y a des soldats français quand même qui ont participé à la guerre du Golfe. C'est une guerre éclair qui dure à peine quelques jours. La coalition menée par les États-Unis ne perd que 200 hommes, ce qui a fait que l'on a parlé à cette époque de guerre propre, enfin guerre propre de notre point de vue, parce que nous c'est 200 morts, du côté irakien c'est plus de 100 000, mais bon. Et Saddam Hussein se rend, quitte le Koweït, et là on se dit ça y est, les États-Unis sont véritablement les gendarmes du monde. Gendarmes du monde, parce que c'est eux qui assurent l'ordre, c'est eux qui assurent la stabilité, c'est eux qui assurent le respect du droit international. Voilà, donc là, un extrait du président George Bush père, parce qu'on va voir que dans cette leçon, en fait, on a George Bush, le père, qui est à la tête des États-Unis en 1990, et puis en 2000, nous avons George W. Bush, c'est-à-dire George Bush fils, qui était aussi président des États-Unis. Donc là, vous voyez cette phrase, nous sommes le seul pays au monde qui pouvait rassembler les forces de la paix. Voilà. Il se place vraiment comme au-dessus des autres nations et comme légitime pour pouvoir maintenir finalement la paix dans le monde. Eh bien, cet état de fait est largement remis en cause 10 ans plus tard par ce que vous voyez là, c'est-à-dire les tristement célèbres attentats du 11 septembre 2001. Alors que s'est-il passé le 11 septembre 2001 ? L'organisation terroriste islamiste Al-Qaïda s'empare de 4 avions de ligne et les utilise finalement comme des armes. C'est-à-dire ils réalisent qu'en fait en détournant un avion, ils peuvent le faire s'écraser sur une cible en particulier. Parmi ces 4 avions, un, du fait de la résistance des passagers, s'écrase en campagne, donc ne fait pas d'autres victimes que les passagers de l'avion. Et ensuite, parmi les 3 autres, 2 s'écrasent sur le World Trade Center, donc c'est-à-dire le plus grand immeuble de New York, situé à Manhattan, dans le Central Business District, le CBD. Donc on est vraiment dans le cœur économique des États-Unis, sachant que New York, c'est la capitale économique des États-Unis. Certes, Washington est la capitale politique, mais la grande ville états-unienne, c'est New York. Donc là, on frappe au cœur du cœur. On frappe le cœur économique de New York, et New York même est déjà le cœur économique des États-Unis.
C'est là aussi où il y a la bourse, Wall Street. Donc voilà, on s'attaque vraiment au pouvoir économique, un des grands aspects du hard power des États-Unis. Et le quatrième et dernier avion, lui, touche le Pentagone, c'est-à-dire le ministère de la Défense. Donc là, un autre aspect du hard power, on touche le pouvoir militaire. Mais donc du coup, le symbole est fort. Et au-delà du symbole, il y a un bilan humain qui est terrible parce que ces attentats ont fait près de 3000 morts. Donc c'est un traumatisme. C'est un traumatisme pour les États-Unis et c'est un traumatisme pour le monde entier. Il faut savoir que ces images-là, que vous voyez, ont été parmi les plus vues au monde depuis le début de la télévision. Là, on est sur quelque chose qui a été extrêmement visionné, qui a été visionné en direct, parce que d'abord, il y a eu un premier avion, toutes les chaînes ont interrompu leur programme pour essayer de filmer ce qui se passait, et donc du coup, le monde entier a assisté au deuxième avion venant frapper la deuxième tour, à ce que vous voyez sur la photographie de droite. Donc un traumatisme pour le monde entier, un traumatisme surtout pour les États-Unis, qui se disent nous pouvons être attaqués sur notre propre territoire. À l'exception du bombardement japonais de Pearl Harbor pendant la Seconde Guerre mondiale, jamais les États-Unis n'ont été attaqués sur leur territoire par une puissance étrangère. Ils n'ont pas connu d'occupation, ils n'ont pas connu d'invasion. Donc pour eux, les États-Unis, il y a quelque chose d'inviolable dans leur territoire. Donc à partir de là, ils veulent trouver des coupables. Regardez, là c'est un discours prononcé par George W. Bush au Congrès. Donc le Congrès, c'est l'équivalent du Parlement en France, c'est-à-dire ce qui est le pouvoir législatif. Ça regroupe la Chambre des représentants plus le Sénat, comme nous en fait l'Assemblée nationale plus le Sénat. Voilà, c'est l'ensemble des parlementaires, de ceux qui font les lois. Et donc devant ce Congrès, George W. Bush dit notre guerre contre la terreur commence par Al-Qaïda. Donc l'ennemi est nommé. Ce qui est intéressant, c'est le mot commence. C'est-à-dire qu'il faut vaincre, pour George W. Bush, Al-Qaïda, mais aussi tous ses alliés. Et regardez le troisième paragraphe. Chaque pays, dans chaque région, doit maintenant prendre une décision. Ou bien vous êtes avec nous, ou bien vous êtes avec les terroristes. Et là, on est dans ce qu'on appelle une politique manichéenne. Une politique manichéenne, c'est une politique qui divise le monde en deux camps, les gentils et les méchants. Et généralement, quand vous faites ça, vous vous placez, vous, du côté des gentils. C'est ce qu'ont fait les États-Unis. C'est-à-dire qu'eux, ils étaient du côté des gentils, de la liberté, de la prospérité, de la démocratie. Et en face d'eux, ils ont les terroristes et ceux qui les soutiennent. Donc là, on est dans quelque chose de manichéen, et on est dans quelque chose aussi, une politique que l'on appelle interventionniste. C'est-à-dire qu'on va intervenir à l'étranger s'il le faut, envoyer des troupes, renverser des gouvernements, si on suspecte ces gouvernements-là de soutenir le terrorisme. Ça va du coup toucher l'Afghanistan, ça va aussi concerner l'Irak. Là, vous avez finalement les pays de l'axe du mal, c'est ainsi que George W. Bush les appelle, Irak, Iran, Afghanistan, Corée du Nord, les adversaires des États-Unis. Et du coup, il faut bien comprendre que, bon, en 2001, juste après, les États-Unis interviennent déjà tout d'abord en Afghanistan. L'idée, c'est de déloger un pouvoir qui est en place là-bas, qui s'appelle le pouvoir des talibans, c'est leur nom, qui a une vision extraordinairement ferme et rigide de l'islam qu'ils imposent à l'ensemble de la société. Et Oussama Ben Laden aurait eu des liens avec les talibans, s'il serait réfugié, parce que c'est un territoire très montagneux où il est facile de se cacher. Et donc du coup, les États-Unis veulent frapper là pour déjà mettre à bas ce système des talibans, et puis surtout capturer Oussama Ben Laden. En 2003, ils vont aussi vouloir intervenir en Irak. Et là, coup de stupeur, la France refuse que l'ONU intervienne en Irak. C'est-à-dire qu'elle met son droit de veto. Vous savez, il y a 5 pays, la France, le Royaume-Uni, la Chine, les États-Unis et la Russie, qui sont des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est-à-dire qu'à tout moment, ils peuvent mettre leur veto sur une décision de l'ONU, et l'ONU ne pourra pas intervenir. Et là,
coup de stupeur. Ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine qui s'oppose à cette décision des États-Unis, c'est la France. Et du coup, la France empêche que les États-Unis envoient les troupes de l'ONU en Irak, et ça a été très 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 mal vécu par les États-Unis. Je vous rappelle, eux, ils sont dans une vision manichéenne. Donc si la France, elle les soutient pas, c'est qu'elle est avec leurs ennemis. Alors, la position française, en fait, est plus complexe. Évidemment, nous ne soutenons pas Al-Qaïda, l'enjeu n'est pas là. Il est que le prétexte utilisé par les États-Unis pour envahir l'Irak est un prétexte que la France juge fallacieux. C'est-à-dire que les États-Unis disent que l'Irak de Saddam Hussein possède des armes de destruction massive, type armes nucléaires, et que c'est un danger pour la stabilité de la région. Nous savons, nous avons la certitude que Saddam Hussein ne possède pas ce type d'armement. Et d'ailleurs, à ce jour, les États-Unis n'ont pas trouvé la moindre trace d'armes de destruction massive en Irak. Donc effectivement, le prétexte utilisé pour envahir ce pays était faux. Mais quoi qu'il en soit, pensez bien que cette intervention des États-Unis en Irak en 2003 a créé beaucoup de tensions entre la France et les États-Unis. Et moi, je me souviens être allé aux États-Unis à cette époque-là et avoir vu des panneaux I boycott France, voilà, ils voulaient plus acheter de Roquefort, le Roquefort, vous imaginez. Voilà, donc c'était quand même une période de tension assez forte entre nos deux pays. Donc là, voilà, je reviens du coup, hein, les États-Unis, grand basculement en 2001, ils passent finalement d'une politique plutôt isolationniste, c'est-à-dire on reste isolé du monde. Ça, c'était leur doctrine politique depuis leur fondation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils obtiennent leur indépendance, George Washington, le premier président des États-Unis, dit non, les États-Unis voilà, gèrent leurs affaires en Amérique et les Européens n'ont pas à se mêler de ce qui se passe en Amérique. Et en échange, les États-Unis ne se mêleront pas de ce qui se passe en Europe. Et à deux exceptions près, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale en 1917 et la Seconde Guerre mondiale en 1940, mais à chaque fois vous remarquez c'est en cours de conflit seulement que les États-Unis sont arrivés, et pas au tout début. Mais à part ces deux exceptions-là, les États-Unis sont restés quand même plutôt fidèles à cette ligne de politique isolationniste. Ça, c'est ce qu'on appelle la doctrine Monroe. Voilà. Pas comme Marilyn Monroe, que vous voyez là, ça c'était la petite blague, mais comme James Monroe, le 5e président des États-Unis, qui est à l'origine de cette doctrine. Donc là, ils abandonnent cette doctrine isolationniste, ils passent à une politique interventionniste, et une politique aussi qui est manichéenne, parce que pour eux, il y a une vision très simpliste du monde, qui se distingue entre les gentils, leur camp, et l'axe du mal, à travers le terrorisme et les États qu'ils suspectent de le soutenir. Donc nous reprenons maintenant la deuxième partie, c'est-à-dire que on va voir finalement comment émerge progressivement un monde multipolaire. C'est-à-dire, on n'est plus dans quelque chose de bipolaire organisé à travers finalement la domination de deux puissances, ça c'est le cas durant la guerre froide. On n'est plus dans quelque chose véritablement d'unipolaire où seuls les États-Unis pourraient dicter leur volonté. On est progressivement dans quelque chose qui devient multipolaire, c'est-à-dire que nous avons plusieurs pôles de puissance qui apparaissent, des pôles de puissance régionaux, mais qui ont des prétentions internationales. Donc on est à ce jour, on pourrait dire, dans un glissement. On n'est pas complètement dans le multipolaire, parce qu'on a clairement une domination des États-Unis sur l'ordre mondial, encore aujourd'hui. Il suffit de voir par exemple les sanctions économiques prises par le président Trump contre l'Iran, et contre lesquelles finalement personne n'ose véritablement protester ou aller. Mais on va dire que si les États-Unis restent une superpuissance, c'est une superpuissance quand même fragilisée, vieillissante. Et d'ailleurs, je vais vous montrer la caricature suivante, c'est-à-dire une caricature assez ancienne, hein, parce qu'on reconnaît là sur la gauche Barack Obama, et Hu Jintao au centre, qui a été aussi remplacé par Xi Jinping. Mais finalement, on voit là hein, qu'on a les États-Unis comme une puissance vieillissante, abîmée, alors que
la puissante émergente, jeune, rayonnante, semble être la Chine. C'est une caricature, elle exagère un état de fait. Aujourd'hui, on ne pourrait pas dire que la Chine supplante les États-Unis comme superpuissance, mais la dynamique, du moins jusqu'à cette crise du coronavirus, la dynamique était quand même plutôt en faveur de la Chine. On va voir effectivement ce qu'il en advient dans les mois et les années maintenant à venir. Donc finalement, parmi ces nouvelles puissances, ce monde multipolaire, tout d'abord il y a les BRICS. BRICS pour Brésil, Russie, Inde, Chine et le S de South Africa, c'est-à-dire l'Afrique du Sud que vous avez ici. Alors les BRICS, ce sont des pays émergents, donc des pays qui se sont développés très rapidement avec une classe moyenne qui s'est considérablement agrandie et enrichie ces dernières années. Il faut savoir que ces 5 pays, à eux seuls, regroupent près de 40% de la population mondiale. Donc déjà, ce sont des géants démographiques. Et ensuite, ils ont un certain nombre d'atouts pour eux. Vous allez voir déjà, la Chine et la Russie sont 2 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc un grand poids diplomatique. Ensuite, on pourrait mettre effectivement la Russie, la Chine et ajouter l'Inde. Ces 3 pays-là possèdent l'arme atomique. Donc des puissances militaires de premier plan. Sont aussi des puissances économiques. Je pense par exemple notamment à l'économie brésilienne, chinoise, qui sont quand même des économies d'exportation très, très efficaces. Donc voilà, premier concurrent, les BRICS. Ensuite, deuxième concurrent, l'Union européenne. Alors l'Union européenne, c'est assez complexe, parce que sur le plan économique, si on ajoute le PIB finalement de tous les pays membres de l'Union européenne, on n'est pas au niveau des États-Unis, mais on en est proche quand même. Donc on pourrait dire une grande puissance économique. Après, l'Union européenne a quand même un gros problème, c'est que ce n'est pas un État. Ce n'est pas un pays. Donc, notamment sur l'aspect diplomatique ou sur l'aspect militaire, on ne peut pas dire que l'Union européenne est une puissance militaire ou une puissance diplomatique. Je vais juste prendre un exemple. Vous avez actuellement, on le verra dans la suite de ce chapitre, une guerre civile qui déchire la Libye. En Libye, il y a finalement Haftar, le général Haftar, qui possède les territoires là que vous voyez en rouge, qui est soutenu par la France. Et puis vous avez le gouvernement de Sarraj, qui est en vert là, et qui lui est soutenu par l'Allemagne ou par l'Italie. Donc comment vous voulez que l'Union européenne soit crédible en proposant des solutions pour la Libye, alors que ses États membres déjà ne soutiennent pas les mêmes groupes armés? Donc voilà, l'Union européenne, et j'en reviens à cette caricature finalement, c'est une puissance économique. Si on peut dire que l'économie, c'est l'ombre derrière ces personnages, et bien vous voyez que l'ombre de l'Union européenne est grande. Mais finalement, l'aspect militaire, l'aspect diplomatique, ce serait plutôt la taille des personnages. Et là, vous voyez que finalement, l'Union européenne est un nain diplomatique. Un nain diplomatique. Et d'ailleurs, c'est intéressant, vous regardez, ils ont placé la Chine en premier, les États-Unis en deuxième, et l'Union européenne est uniquement en troisième position. Donc, on pourrait dire aujourd'hui, pour conclure cette partie, que finalement, on est dans un monde qui devient progressivement multipolaire, malgré une domination des États-Unis, encore d'actualité, mais que nous avons l'émergence de plusieurs pôles de puissance, notamment les BRICS et l'Union européenne. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette toute première vidéo vous a plu. Je compte en faire beaucoup d'autres. Et n'hésitez pas à lâcher des pouces verts ou bleus. Je ne sais pas quelle est la couleur des pouces, mais le pouce vers le haut, hein, pas le rouge. Voilà. Et si vous avez des questions, soit vous me contactez par École Directe, soit vous me contactez par ma boîte mail, voire vous pouvez lâcher des commentaires en dessous de la vidéo. Et j'essaierai de vous y répondre dans la vidéo suivante. Voilà. Et bien écoutez, bon travail et à bientôt.